Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Gana Sène, qui est l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, mais qui est également le coordonnateur de la coordination donc, des IA du Sénégal. Bonjour IA. Bonjour Monsieur Sarr. Donc, avec lui, on va revenir sur cette situation de reprise et le jour donc d'aujourd'hui, le jour choisi donc pour l'enregistrement de l'émission, c'est pas fortuit, c'est exactement le 25 juin, ce jeudi 25 juin, donc jour de reprise. Il a eu le temps de faire donc le tour des établissements de Pikine Guédiawaye et c'est pour ça que nous venons ici aujourd'hui avec lui à l'IA de Pikine Guédiawaye pour faire le point. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Oui, je voudrais vous remercier d'abord pour votre émission très importante, une émission très importante qui renforce vraiment la visibilité et qui participe également de tous les efforts de développement de notre système éducatif. Effectivement, aujourd'hui, c'est la rentrée. Donc, l'Académie de Pikine Guédiawaye, à l'instar des autres IA, a bien préparé la rentrée. Aujourd'hui, nous avons été sur le terrain avec nos ministres, avec nos partenaires sociaux, techniques et financiers, bref, avec toute l'administration. Et ce que nous avons constaté ce matin est rassurant. Parce que partout où nous sommes passés, vraiment, nous avons senti l'engagement, mais surtout la présence massive des élèves et des enseignants. Partout où nous sommes passés également, vraiment, les mesures barrières, en tout cas, sont respectées, les kits sanitaires sont disponibles et véritablement, nous avons connu ce matin, en tout cas, un démarrage extrêmement important, un démarrage réussi au niveau de l'Académie de Pikine Guédiawaye. Je veux juste vous donner quelques chiffres. Nous sommes en train de recenser et vous savez que l'Académie de Pikine Guédiawaye est presque une académie à moitié privée. Il y a beaucoup d'écoles privées et beaucoup d'écoles, de structures de formation privées. Mais ce matin, par exemple, quand nous avons fait le tour des 4 IF, pour ce qui concerne le taux de présence de personnel enseignant, nous sommes à 90%. Pour le taux de présence des élèves, c'est 95%. Donc là, ça concerne les écoles élémentaires, les collèges publics et privés. Si nous prenons l'enseignement secondaire au niveau des lycées publics, nous sommes à un taux de présence des élèves de 83%. Un taux de présence des enseignants de 82%. Et on observe la même tendance au niveau des structures de formation professionnelle privée. Bien entendu, chers téléspectateurs, pour vous, nous avons aussi fait le tour de quelques établissements et nous avons essayé également donc de savoir ce qui se passe dans le reste du pays et on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, dans l'Académie de Pikine Guédiawaye, nous avons fait quelques établissements, dont le lycée de Mbao. Donc voilà, et on a vu également que les élèves ont répondu présents. Oui, il y a eu beaucoup d'élèves donc au lycée de Mbao. Et on a trouvé également un dispositif mis en place avec la complicité de la ville de Pikine. Voilà. Est-ce que ça, c'est un scénario, donc c'est un dispositif qui existe dans tous les établissements? Oui. C'est un dispositif qui existe partout parce que le lycée de Mbao, je dirais même le lycée Cheikh Hamidou Kane, oui, parce qu'il a été bâti. Voilà. Donc, effectivement, ce lycée a bénéficié de l'appui des collectivités territoriales, notamment de la ville de Pikine. Mais dans les autres établissements aussi, c'est le même constat. Vraiment, nous avons bénéficié de l'appui des collectivités territoriales, les maires de ville, les mairies les communes d'arrondissement. Vraiment, ça a été un appui extrêmement important qui vient renforcer, bien sûr, les efforts de l'État, parce que l'État aussi a beaucoup fait. Ses partenaires techniques financiers, ses partenaires sociaux et même la communauté a également véritablement beaucoup accompagné cette reprise des cours. Donc ça a été une synergie d'action qui a permis aujourd'hui, en tout cas au niveau de toutes les structures d'éducation et de formation, de se rendre compte effectivement que les dispositions étaient bien prises en amont et c'est ce qui nous a valu aujourd'hui ces résultats-là, auxquels peut-être on ne s'attendait pas.
Ok, et vous avez parlé tantôt de chiffres. Vous avez parlé de 90% ou 86 ou 88%. Yeah. Donc, le pourcentage restant, les 12%, les 10%, est-ce que ce sont les enseignants et les élèves qui sont malades ou voilà, c'est juste des absents? Oui, probablement parce que nous avons effectivement quelques enseignants qui souffrent de pathologies que l'on pourrait qualifier de graves, bon, mais ce n'est pas... Donc, ça peut être dû à ça. Ça peut également être dû à l'absence de quelques élèves, peut-être, qui, comme d'habitude, une infime partie attend de voir avant donc véritablement de s'engager. Mais je pense que ce que nous avons obtenu ce matin, quand même, est rassurant et que vraiment le défi est en train d'être relevé. Et c'est pourquoi je voudrais en tout cas demander à cette infime partie encore d'élèves et de parents qui ne se sont pas présentés vraiment de bien vouloir le faire. Ça peut être dû aussi à quand même à quelques facteurs peut-être, parce que vous savez, dans l'académie de Pikine-Guédiawaye, le privé est fortement représenté et que peut-être aussi que dans certaines structures privées, surtout à très faible effectif, peut-être aussi que la reprise, en tout cas, est légèrement différée. Ces absents au niveau des établissements privés, peut-être que c'est dû aussi au contentieux qu'il y a, parce qu'apparemment, on en parle beaucoup. Les parents se plaignent, les établissements privés se plaignent. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez eu à recevoir des plaintes des uns et des autres? Recevoir quelques plaintes, même si c'est de façon verbale, effectivement, mais à chaque fois, nous avons essayé de réconcilier les deux parties parce que c'est une situation extrêmement difficile et nous sommes un peu la tutelle des deux parties. Donc, on ne peut que vraiment vraiment tenter de réconcilier les deux parties. Parce que l'académie de Pikine-Guédiawaye est une académie essentiellement privée aussi. Et donc, nous pouvons comprendre qu'il y ait une douzaine, en tout cas à peu près 12% d'élèves qui ne se sont pas encore présentés et qui seraient certainement dans ces structures privées où peut-être véritablement les angles ne sont pas encore arrondis. Mais j'ose tout simplement espérer que dans les prochains jours, d'ici au lundi, nous allons en tout cas affiner davantage ces statistiques pour voir où se situe le problème et essayer véritablement d'intervenir pour que tout le monde puisse reprendre dans les meilleurs délais. Maintenant, on va revenir à cette rentrée. Oui. Cette rentrée, toujours dans Pikine-Guédiawaye, qui a une spécificité aussi. Donc voilà, nous sommes en saison presque des pluies, parce qu'il y a déjà eu une pluie. Donc là, ce matin, les gens ont eu peur. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des alternatives par rapport à ça? On sait qu'aujourd'hui, s'il y a pluie à Dakar, à Pikine-Guédiawaye particulièrement, certains établissements sont hors système. Oui, effectivement, parce que c'est la banlieue, la banlieue de Dakar, avec tout ce qu'il y a comme difficultés, comme problèmes, notamment les inondations et tout, notamment dans la zone de Gounas, etc. Mais bon, nous maîtrisons un peu la situation, parce que nous avons déjà fait la cartographie des zones à risque et que par rapport à ces zones-là, véritablement, nous avons pris des dispositions. Déjà au niveau du baccalauréat, certains centres ont été délocalisés bien avant la reprise. Okay. Donc nous avons délocalisé certains centres d'examen. Pour ce qui concerne l'entrée en sixième et le BFM, bon, l'essentiel de nos structures véritablement se situe en zone accessible, mais dans tous les cas, en dehors de 2 ou 3 centres, je pense que la situation vraiment pourra être maîtrisée. Nous avions dans le passé l'école Samsam 3, la fameuse école à chaque fois inondée, mais Dieu merci, cette année, quand même 6 salles de classe ont été construites là-bas et que même remblayé, etc. Donc même Samsam 3 cette année, nous pensons pouvoir véritablement y organiser des examens. Mais globalement, en tout cas, donc, nous pensons qu'avant véritablement l'installation définitive de l'hivernage, nous aurons déjà bouclé le CFE
Se posera peut-être problème pour le BFM. Pour le bac, c'est déjà réglé, mais pour le BFM, nous avons pris des dispositions. Là, il y aura beaucoup plus de centres. Voilà, beaucoup plus de centres, vraiment, et certains centres vont être délocalisés. Nous avons déjà fait le point. Espérons que d'ici là, la situation aussi aura évolué, la situation de la maladie. Aujourd'hui, donc, on a entendu ce qui s'est passé, la déclaration donc du ministère de la Santé. On a vu que pratiquement le nombre de cas communautaires a été pratiquement multiplié, presque multiplié par 2. Ça vous fait pas peur? Si, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur, d'autant plus que dans ces cas communautaires, hein, la banlieue en a. Ouais. Donc, Pikine, Guédiawaye, etc., Yeumbeul, Mbao, bon, c'est presque la moitié et véritablement, ça nous fait peur. Ça nous fait peur, mais de toute façon, nous pensons qu'avec cette reprise des cours, vraiment, la sensibilisation va devoir être renforcée. Parce que nous avons donné des instructions pour que véritablement ces aspects des gestes barrières soient abordés en permanence durant toutes les activités d'enseignement-apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que l'école, de façon globale, et que les élèves, en tout cas, constituent un maillon essentiel dans le cadre de la riposte communautaire. Et c'est pourquoi nous voulons mettre à profit véritablement cette reprise des enseignements-apprentissages pour jouer notre partition dans cette réponse communautaire, en tout cas à la COVID-19. Et ça, ce ne sera possible qu'avec la participation des enseignants, mais également la participation des élèves. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes avec M. Gana Sène, qui est l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, mais qui est aussi le coordonnateur des IA donc, du Sénégal. Donc, IA, aujourd'hui, si un cas est détecté dans un établissement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, en réalité, je disais à certains collègues qu'il faut toujours s'attendre au pire, hein, et que ne pensons pas qu'au niveau de l'école, il ne peut pas y avoir de cas. Donc, on peut bien enregistrer des cas parce que l'école, c'est un segment de la société. Et puisque le virus circule, donc, il peut y avoir effectivement un ou des cas de contamination. Bon, si c'est le cas, nous sommes préparés à ce scénario-là parce que dans chaque établissement, dans chaque école, il y a un comité de veille et d'alerte qui est généralement rattaché à une structure sanitaire la plus proche. Donc, si c'est dans un quartier, le poste de santé le plus proche, donc, en tout cas, un dispositif est mis en place de telle sorte qu'en cas de contamination ou de suspicion, tout de suite, le comité déclenche la procédure, donc, en entrant en contact avec l'académie et avec la structure sanitaire à laquelle elle est rattachée. Donc, ça, c'est le premier. En attendant, maintenant, dans chaque établissement, une salle d'isolement est prévue. Là où il y a des infirmeries, là où il y a une infirmerie, c'est l'infirmerie. Là où il n'y a pas d'infirmerie, nous leur avons demandé de prévoir une salle d'isolement. Donc, bien aménagée, le temps que le personnel de santé intervienne. Mais il y a un autre dispositif aussi que nous avons mis en place parce que depuis 5 jours, nous avons mis en place le comité académique de veille et d'accompagnement psychosocial, composé de psychologues conseillers. Et on va revenir à ce comité-là. Donc, ce comité qui vient pratiquement après, mais déjà pendant. Donc ça, ce que vous venez de dire, c'est une première étape. Donc voilà, isoler l'élément qui est soupçonné en attendant donc de vérifier. Et s'il s'avère que finalement il est positif, s'il est testé positif, après comment ça va se passer? On va fermer l'établissement parce que c'est certainement il aura été en contact avec d'autres. Tout à fait, parce que c'est ça que le protocole de sécurité sanitaire prévoit. En cas donc de contamination, donc c'est le même dispositif qui est appliqué. Hein, en cas de contamination, donc la mise en quarantaine et de tous les cas contacts en tout cas. Donc
Et éventuellement, on va tester en tout cas les intérêts. Donc, s'il y a un cas déclaré, tout de suite, nous procédons à la suspension des cours, même si c'est de façon provisoire, le temps d'y voir un peu plus clair. Ça veut dire que des écoles peuvent être mises en quatorzaine? Oui, ça c'est possible. Hein? Mais est-ce que cela, donc au niveau de la programmation, jusqu'aux examens, donc est-ce qu'on a tenu compte de cela? Ces établissements qui pourraient être mis en quatorzaine. Oui, si le cas arrive, effectivement, nous avons prévu penser un peu à tout, à cette éventualité, de telle sorte que si le cas arrive et qu'on ferme ou qu'on suspende les cours dans un établissement, c'est pour une période bien déterminée, mais après, les enseignements-apprentissages vont reprendre. Et pour ces cas, que Dieu nous en garde, nous avons prévu un dispositif, en tout cas, de rattrapage et de soutien pédagogique pour les élèves, etc. Et en tout cas, en cas de besoin, nous avons prévu ce scénario-là, ce schéma-là, pour qu'en cas de besoin, après les 14 jours de quarantaine, vraiment que les enseignements-apprentissages puissent reprendre maintenant avec un dispositif véritablement de rattrapage et de soutien. Et c'est pourquoi, même par rapport aux horaires, nous avons demandé au chef d'établissement de faire preuve de flexibilité. Parce que nous ne sommes pas dans une année normale, entre guillemets. Donc c'est une année qui a été perturbée et que les mêmes normes, les mêmes, en tout cas, rigueurs au plan des horaires que l'on observait d'habitude ne sont plus de mise. Pour donner un cas très simple, les horaires c'est de 9h à 16h par exemple. Mais vous allez dans un lycée technique comme l'Imamoulaye où véritablement les programmes, même s'ils ont été allégés, réaménagés ou réajustés, sont très 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 vastes. Rien ne s'oppose à ce que l'enseignant démarre à 8h avec ses élèves. À ce propos, beaucoup de gens, dont moi, donc, pensons donc aujourd'hui, au niveau des zones urbaines, est-ce qu'on ne gagnerait pas à mettre à contribution aussi les technologies de l'information et de la communication, surtout quand la pluie va se mêler donc à ce problème-là? Tout à fait, parce que ça fait partie même de l'une des stratégies ou l'une des initiatives que le ministère est en train de déployer, apprendre à la maison. Bon, dans la philosophie, à chaque fois qu'on parle d'apprendre à la maison, on pense aux classes intermédiaires, donc les classes qui ne sont pas des classes d'examen. Mais je considère que, compte tenu véritablement des contraintes liées à l'hivernage, etc., par exemple, pour le cas dont vous avez parlé, tantôt, si une école est mise en quatorzaine, vraiment, en cas de reprise, vraiment, la mise à profit, l'utilisation des TIC pourrait être une solution. Donc, c'est pourquoi nous, pour le moment, dans notre dispositif, c'est vrai que apprendre à la maison est en train d'être mis en œuvre, parce qu'il y a 4 modalités que vous connaissez d'ailleurs. Et l'une des modalités, c'est vraiment l'utilisation de ces technologies-là, de l'information, surtout en zone urbaine, où vraiment c'est possible. Et véritablement, nous allons, et ça a été, c'est l'instruction que M. le ministre a donnée, après le démarrage, une fois que la machine sera lancée, nous allons profiter de la présence des professeurs, des personnels enseignants dans les établissements pour véritablement asseoir un peu ses compétences, pour véritablement renforcer cette initiative, cette stratégie-là, avant véritablement que les profs ne prennent leurs vacances, entre guillemets, que ce dispositif soit suffisamment mis en place au niveau de chaque établissement afin que même pendant les vacances, qu'on puisse véritablement les dérouler. Et bien entendu, chers téléspectateurs, ce dispositif, pour qu'il soit vraiment opérationnel, certainement, on aura besoin aussi de l'apport des collectivités locales, par exemple, qui pourraient mettre dans tous les endroits publics, par exemple, un Wi-Fi gratuit qui permettrait aux élèves, donc qui n'ont pas l'Internet chez eux, de pouvoir suivre leurs cours. Donc voilà, quitte à mettre des pare-feux qui permettront de contrôler vraiment les connexions au niveau donc de ces Wi-Fi gratuits et tout. Mais des établissements comme le lycée de Yeumbeul que vous avez, nous avons eu à inviter leur proviseur dès le début qui a commencé à utiliser Google Classroom. On le sait, avec ce package de Google, donc aller jusqu'à Google Meet où c'est une classe virtuelle
en direct. Donc aujourd'hui, ces dispositions-là pourraient définitivement régler ces problèmes dans les zones urbaines. Effectivement, le lycée El Hadji Ibrahima Diop, c'est véritablement un lycée modèle, hein? Et nous l'avons toujours cité en exemple. Et d'ailleurs, nous comptons un peu pour le secondaire nous inspirer un peu de cette expérience-là qui est en train d'être déroulée au lycée El Hadji Ibrahima Diop pour pouvoir vraiment la mutualiser et la porter à l'échelle de l'académie. Dans le Thiaroye, l'IEF de Thiaroye aussi, il y a quelques initiatives à travers WhatsApp, etc. Donc ce que nous comptons faire, c'est une mutualisation de toutes ces expériences afin véritablement de les porter à l'échelle de l'académie. Mais nous étions un peu pris par la rentrée. La machine est lancée. On souhaite que ça se poursuive pour que dans les prochains jours, on puisse véritablement se concentrer un peu sur apprendre à langue. Parce que vous avez raison, les collectivités ont beaucoup fait. Moi, je dis que la rentrée, la reprise, c'est en 2 étapes. Aujourd'hui, ce sont les classes d'examen. Vraiment, machallah, ils ont beaucoup accompagné, ils ont mis beaucoup d'équipements à notre disposition. Mais l'autre challenge, comme vous l'avez dit, ce sont les classes intermédiaires. Nous aurons besoin également de leur accompagnement, de leur soutien, pour que véritablement apprendre à la maison, surtout à travers l'usage du numérique, de la télé, de l'Internet, soit véritablement une réalité. Parce que cette modalité, quand même, appelle des moyens. Contrairement à la télé, hein, la modalité télévision, radio, là, il suffit tout simplement de vous connecter, vous suivez les images, mais pour ce qui est véritablement de l'utilisation des techniques de l'informatique, il faut des mesures d'accompagnement. C'est la même chose pour l'autre modalité, la mise à disposition de supports de documents physiques. Ça aussi, le ministère nous a déjà équipés. Nous demandons également l'accompagnement des collectivités territoriales, déjà au niveau de Pikine et de Guédiawaye. Nous sommes en train de discuter avec les 2 maires de ville pour voir comment photocopier ou reproduire les fascicules et les mettre à la disposition des élèves de seconde et de première pour le moment. Donc, ce sont des expériences véritablement qui méritent l'accompagnement des collectivités et véritablement nous leur lançons un appel pour qu'ils nous viennent en appui de la même façon qu'elles l'ont fait vraiment à la veille de la reprise du 25 juin. Donc, on va en venir au comité de suivi dont vous avez parlé tout à l'heure, avec les psychologues conseillers. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont commencé déjà à se déployer dans l'académie? Qu'est-ce qui est réellement attendu de ces psychologues conseillers? Oui, le comité a été mis en place par arrêté de l'IA. Ce comité également, qui existe dans toutes les académies, hein, ce comité va très prochainement se réunir pour élaborer un plan d'action. Mais d'ores et déjà, je leur ai donné mandat pour qu'ils commencent à se déployer sur le terrain. Parce que la prise en charge, l'appui psychosocial, de mon point de vue, doit être permanent. C'est en amont. Au moment où je vous parle, peut-être que certains élèves qui n'ont pas encore repris les 12% là, peut-être qu'on a besoin un peu d'être appuyés, peut-être qu'ils ont peur, je ne sais pas. Donc ça doit être permanent, avant même la reprise, pendant la reprise et même en cas de contamination ou d'isolement. Véritablement, donc le travail devra être permanent. Maintenant, c'est une instance qui a été mise en place. Nous allons nous réunir très prochainement pour élaborer le plan d'action. Mais d'ores et déjà, par exemple, dès la semaine prochaine, en rapport avec, même ce matin, je devais normalement être avec le coordonnateur, le médecin des écoles, pour être sur le terrain. Pour cet entretien, nous avons reçu quelques directeurs de CAOSP, de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Donc, nous les avons reçus à cette émission-là. Et la plupart du temps, ils déplorent le manque de moyens. Ouais. Est-ce que vous ne craignez pas que ça soit un frein donc, pour cette feuille de route que vous voulez donc, leur donner? Oui, effectivement, parce que c'est bien d'élaborer un plan d'action, mais ce plan ne peut être mis en œuvre que s'il y a des mesures d'accompagnement. Et que par rapport à ça, effectivement, c'est une contrainte, parce qu'au moment où je vous parle, j'avoue que nous n'avons pas encore de ressources pour pouvoir mettre en œuvre, en tout cas, ce plan d'action-là.
Mais dans tous les cas, nous allons faire avec nos propres moyens. Les moyens de l'administration, les moyens de l'académie. S'il y a par exemple des visites de terrain à faire, nous allons mettre à leur disposition la logistique que nous avons, en espérant que quand même ce plan d'action va être en tout cas accompagné par soit des collectivités territoriales ou bien des partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF et d'autres partenaires. En tout cas, nous allons les soumettre en tout cas à nos partenaires habituels. Et je suis très optimiste et j'ose tout simplement espérer que... En tout cas, le besoin est là. Et nos apprenants en ont besoin. Nos enseignants aussi en ont besoin, surtout dans les régions. Parce que à Dakar, peut-être, on n'a pas trop ça, mais dans les régions, on l'a vu avec le secrétaire général du CUSEMS la dernière fois, que les enseignants ont été victimes donc de stigmatisation dans les régions. Ça veut dire qu'ils ont également besoin donc de cet accompagnement psychosocial. Et on espère donc que les CAOSP disposeront des ressources financières et des ressources matérielles nécessaires pour pouvoir donc faire ce travail-là. Donc ça va nous permettre d'aller à votre casquette de coordonnateur des IA. Aujourd'hui, quels sont les échos que vous avez de vos collègues IA, donc des régions de l'intérieur surtout? Parce que vous savez, la gestion de cette pandémie-là, vraiment a nécessité de la part de chaque secteur la mise en place de plans de contingence adaptés au contexte. Et l'éducation et la formation n'ont pas été en reste. C'est pourquoi dès le début, des structures ont été mises en place, comité de veille, etc. au niveau central, avec ces différents démembrements sous-comités. Et vraiment, dans cette organisation-là, le niveau de déconcentré a toujours été impliqué. Et nous avons été, en tout cas les IA, parmi les premiers à un peu faire l'état des lieux pour voir le niveau de progression dans les apprentissages et même dans les évaluations. De telle sorte que cela a beaucoup servi peut-être à la prise de décision, mais également au réaménagement, en tout cas, du calendrier scolaire. Mais aujourd'hui, en tout cas, en dehors des académies de Sédhiou et de Ziguinchor, où on a connu où il a plu ce matin, donc le démarrage a été un peu décalé. Voilà, Kolda, il a plu ce matin, mais en dehors de ces académies dont je n'ai pas encore les statistiques, partout, en tout cas, c'est la même tendance. Vraiment, les élèves sont venus en masse, les enseignants également étaient présents. Et ce matin, même les tendances que nous avons eues au niveau central vraiment étaient rassurantes. Ça tournait autour de 80 et quelques %. Et que véritablement, ça veut dire que effectivement, c'est une rentrée, une reprise en tout cas, je ne dirais pas qui a réussi, mais qui est en train de réussir. Et pour vos collègues du Sud, vous n'avez pas peur? Parce que là, l'hivernage s'est carrément installé. Oui. Pour mes collègues du Sud, moi j'ai été au Sud, donc j'ai géré l'académie de Ziguinchor pendant 5 ans. Je connais un peu ces réalités et que véritablement, je n'ai pas d'inquiétude. Parce que dans ces zones-là, c'est vrai qu'il y a la pluie, mais nos collègues maîtrisent très bien, connaissent très bien les établissements à risque. Et que par rapport à ça, je pense que beaucoup d'entre eux ont déjà pris les mesures nécessaires en termes de délocalisation, etc., pour pouvoir répondre véritablement. Parce que ce qui nous aurait peut-être surpris, c'est qu'on organise les examens en période d'hivernage et qu'il pleuve, alors qu'on n'était pas préparé. Mais cette fois-ci, les collègues ont mené des concertations avec des concertations très inclusives. Si vous allez dans une zone comme Ziguinchor, dans la commune, je peux tout de suite vous donner les écoles qui sont vraiment impraticables en période d'hivernage. Et que par rapport à ça, les collègues ont pris quand même les dispositions pour véritablement délocaliser. Maintenant, l'autre défi sera le défi de l'organisation des examens. Parce que à ce niveau, en dehors des dispositions que nous allons prendre, en dehors également de l'organisation que nous aurons durant la période des enseignements-apprentissages, pendant cette période des examens,
il va falloir prendre d'autres dispositions très spécifiques pour que véritablement l'examen se déroule normalement. Et je pense que le moment venu, en rapport avec tous les acteurs, avec tous les services techniques compétents, les bonnes dispositions seront prises pour que l'examen se déroule véritablement dans de très bonnes conditions. Et on l'espère aussi, chers téléspectateurs. On arrive au terme de l'émission. On va juste permettre à notre invité de dire un dernier mot. Depuis l'allègement ou l'assouplissement des mesures, nous avons senti dans la société de façon générale un certain relâchement. Et je voudrais véritablement lancer un appel à tous les enseignants, à toute la communauté éducative, les parents d'élèves, les ex-élèves, les enseignants, pour que véritablement, une fois de retour dans leurs familles respectives, qu'ils puissent s'investir, qu'ils puissent d'abord respecter ces mesures-là et les renforcer dans l'espace scolaire, mais qu'entre l'école et la famille, et au sein de la famille, qu'ils puissent véritablement s'investir pour pousser nos mères, mamans, nos grands-pères, nos oncles, nos grands frères véritablement à respecter ces mesures barrières-là. En tout cas, merci beaucoup IA de nous avoir reçus et d'être venu sur tous ces éclairages. C'est très important et pour tous les acteurs donc du système. Et nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.